toutes et à tous. Bienvenue dans cette session consacrée à la comptabilité en triple capital. Je m'appelle Amélie Poncin, je travaille chez BPI France. Et donc, je vous présente mes deux intervenants pour cette session. Arnaud Bergerot, de Goodwill Management, et Eric Colli, de l'entreprise Tipco. Alors, écoutez, je suis ravie d'animer cette thématique de la comptabilité en triple capital. Et en l'occurrence, il est 12h40 et on va vous ouvrir l'appétit puisqu'on va parler d'un donut. Alors Arnaud, de quoi parle-t-on quand on évoque la théorie du donut ? Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc ouais, petit moment de torture pour ceux qui n'ont pas mangé. Moi, j'ai pas mangé non plus, ça va être dur là. Donc on va vous parler de théorie du donut. Qu'est-ce que c'est cette théorie du donut ? Eh bien en fait, c'est une théorie économique qui a été inventée finalement en 2008 par une économiste anglaise qui s'appelle Kate Raworth. Et l'objectif de cette théorie économique, eh bien, c'est en fait de remettre l'économie au centre des enjeux sociaux et environnementaux. Rien que ça. Petit challenge. Et donc, comment elle se visualise finalement, cette théorie économique, avec ce fameux donut que vous voyez là, voilà, pour les adeptes de pâtisserie américaine. Vous l'avez reconnu. Et qu'est-ce qui nous définit ce donut ? En fait, l'intérieur du donut, la zone qui est verte ici, c'est défini comme étant l'espace juste et sûr pour l'humanité. Celui où finalement on peut avoir réellement une humanité durable et surtout peut-être soutenable à long terme. Et ce donut, il est délimité dans sa zone extérieure par ce que l'on appelle les limites planétaires. Donc, les limites planétaires, je ne sais pas si ça vous parle. Ouais, un peu. Donc les limites planétaires, eh bien, finalement, ce sont les limites que l'on ne doit pas dépasser pour arriver à nouveau respecter, on va dire, trouver le bon équilibre entre l'humanité et le côté vivable de la planète, parce qu'une fois qu'on dépasse ces limites planétaires, en fait, on maîtrise plus grand-chose et on risque d'avoir des effets de seuil qu'on ne maîtrisera plus. Zone extérieure, ça s'appelle également ici plafond environnemental. Et puis à l'intérieur, on a le plancher social. Le plancher social, qu'est-ce que c'est là ? Eh bien, finalement, ce sont tous les éléments sociaux dont l'humanité a besoin pour eh bien, assurer, on va dire, un niveau de vie correct aux hommes et aux femmes de cette planète. Donc, plafond environnemental, plancher social. Et en fait, tout ça, c'est un peu accompagné par des choses assez solides. À l'extérieur, les limites planétaires. Donc là, je vais y revenir juste après, mais où il y a des travaux de chercheurs, notamment à travers le Stockholm Resilience Center, qui ont travaillé pour les définir, les quantifier, etc. Et au niveau intérieur, eh bien, les ODD, les objectifs de développement durable, qui eux sont définis par l'ONU et qui définissent notamment eh bien, les enjeux sociaux pour les hommes et les femmes et les enjeux, les chiffres qu'on doit respecter finalement. Très bien, très bien. Et la France, elle en est où là-dedans ? Elle en est où ? Eh bien, lorsqu'on applique cette économie du donut à la France, bah, voilà ce que ça donne. Ça donne, donc ce sont des chiffres qui datent de 2015, mais dans les grandes lignes, ça n'a pas trop changé. Qu'est-ce que ça donne ? Vous voyez, il y a le donut et en rouge, il y a les limites que l'on a déjà dépassées en France. Donc vous voyez à l'extérieur des limites environnementales. C'est un peu petit, mais je vous donne quelques exemples. Les émissions de gaz à effet de serre, l'empreinte au sol, les émissions, l'utilisation de phosphate ou d'azote. Ça, ce sont des sujets qu'on a largement dépassés. Rouge, très gros rouge. Et puis, sur les fondations sociales, là, sur les fondations sociales, en fait, il y en a deux qu'on a légèrement dépassées. Vous ne le voyez pas, mais c'est ici, c'est l'emploi. Et deuxièmement, ce qui s'appelle dans le modèle Life Satisfaction. Donc, en gros, on est légèrement trop grincheux en France, mais légèrement. Par contre, voilà, sur l'emploi, on sait qu'on a un sujet de chômage qui est important pour notre pays. Donc, qu'est-ce qu'on voit là-dessus ? On voit que, bien sûr, à long terme, il faut continuer à travailler pour renforcer et toujours essayer de dépasser ce plancher social. Mais par contre, 90% du boulot, il est sur arriver à ne pas dépasser ce plafond environnemental. C'est notre challenge dans cette économie du donut qu'on aimerait appliquer à l'économie en général. Et donc, petit zoom sur les limites planétaires, pour ceux à qui ça ne parle pas. Les limites planétaires, elles sont au nombre de 9. Et attention, je vous casse un peu le moral avant le déjeuner, on en a dépassé 6.
Et la septième, qui est l'acidification des océans. Selon une étude qui a à peu près 15 jours, on est prêt à la dépasser bientôt. Donc, le constat n'est pas hyper réjouissant. Et voilà où on en est aujourd'hui de ces limites planétaires et de cette économie du donut. Donc, en gros, la situation n'est pas très bonne, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une solution opérationnelle pour arriver à faire rentrer notre humanité dans cet espace juste et sûr. Alors ça, Arnaud, ce que tu nous présentes, c'est à l'échelle planétaire. Comment est-ce que tu ramènes ça finalement à l'échelle de l'entreprise, de l'organisation ? Oui, effectivement, là, c'est assez macro, c'est limite planétaire. Vous allez vous dire, vous, dirigeants, dirigeantes, bah moi, qu'est-ce que j'y peux, Arnaud, à ton histoire d'acidification des océans comment je peux agir ? Et donc, il est important de se poser la question de comment on le décline à un maillage plus petit, à celui de l'entreprise, pour que, eh bien, on ait ces acteurs qui se mettent à penser leur entreprise dans ce donut, dans ces limites planétaires. Et donc, pour ce faire, en fait, il faut aller challenger les enjeux de la comptabilité. Aujourd'hui, il y a peut-être des comptables, des commissaires aux comptes dans cette bulle. Aujourd'hui, la compta, en gros, excusez-moi, je schématise, mais grosso modo, ça couvre le périmètre classique organisationnel de l'entreprise et ça le couvre principalement sur l'angle économique. Or, on voit que si on veut avoir une entreprise qui s'inscrit dans cet espace juste et sûr pour l'humanité, il va falloir élargir le champ de la comptabilité et aller vers une méthode de triple comptabilité. Une triple comptabilité qui couvre les enjeux économiques, sociaux et sociétaux, et également les enjeux environnementaux. Et en plus, et ça c'est pas facile pour les entreprises, qui couvre non seulement son périmètre organisationnel, mais qui s'intéresse à ce qui se passe en amont et en aval de son activité. Donc c'est ça le grand challenge de la triple comptabilité. Et donc, il y a plusieurs méthodes qui sont en cours de développement, sur lesquelles il y a plein de gens qui bossent en termes de triple comptabilité. Là, je vous présente 3 méthodes qui sont probablement les plus répandues en France. Il y a le modèle CARE, il y a le modèle LIFT, et puis nous, on a développé un modèle qui s'appelle T3K, pour 3K pour triple capital. Et là, c'est un modèle qu'on a développé chez Goodwill Management, et puis également en partenariat avec Rennes Business School, avec qui on lance une chaire ce mois-ci. Et donc, je vais vous parler de notre modèle T3K. Comment on s'y prend ? Bon, je vous le fais rapide. C'est un petit peu plus compliqué, mais pas trop, rassurez-vous. En gros, numéro 1, comme pour un bilan carbone, on va collecter plein de données. L'idée, c'est qu'on va collecter bien évidemment des données économiques, mais on doit mettre vraiment l'accent pour collecter des données sociales, sociétales. Là, je parle de l'absentéisme, de l'écart de salaire entre les femmes et les hommes, des accidents de travail, etc. Et aussi, le plus possible, de données physiques sur les impacts de l'entreprise. Quelle est son empreinte au sol, combien elle consomme d'eau, etc., etc. Donc, numéro 1, collecter des données. Deuxième sujet, une fois qu'on a toutes ces données, il faut calculer les impacts, soit utiliser des bases de données pour transformer des données économiques, financières en des données environnementales ou sociales. Ou alors, ensuite, donner une valeur économique à ces données. En gros, quand on pollue 1 mètre cube d'eau, ça coûte quoi à la planète et à la société ? Quand on émet 1 tonne de carbone, ça coûte quoi à la planète et à la société ? Et quand on fait un peu trop d'accidents du travail, qu'est-ce que ça coûte également ? Une fois qu'on a fait ça, on vient calculer des seuils et des limites, c'est-à-dire par rapport aux limites planétaires et au plancher social qu'on a vu précédemment, moi, c'est quoi ma limite à moi dans mon entreprise ? Et du coup, on vient comparer l'impact qu'on a avec le seuil qu'on peut se permettre de consommer, en quelque sorte, en tant qu'entreprise. Et grâce à l'écart entre tout ça, on va être capable, numéro 1, d'avoir un compte de résultats élargi, économique, social, environnemental, mais également un bilan étendu qui va inclure des dettes qui peuvent être sociales ou environnementales. Faut que j'accélère un petit peu, je pense. Et donc, vous voyez, en termes de résultats, on se recale sur cette approche du donut. Mais là, ce que vous voyez à l'écran, ça correspond aux enjeux que vous pouvez retrouver dans vos entreprises. Oui, vous ne parlez pas de l'accès à la nourriture dans vos entreprises, bien souvent. Mais par contre, vous parlez de santé-sécurité, vous parlez de précarité de l'emploi, vous parlez d'insertion pro, vous parlez d'écarts salariaux entre les femmes et les hommes. Pareil, vous ne parlez pas trop d'acidification des océans dans les entreprises. Par contre, vous parlez d'émissions de gaz à effet de serre en fonction de vos secteurs d'activité de pollution de l'air, etc. Donc ça, c'est tous les items qu'on vient mesurer dans cette méthode.
Et je vous fais un exemple rapide de ce que ça donne sur le carbone, parce que bon, ça parle un peu à tout le monde. Vous voyez ici cette boîte, on regarde ces données. Bon, elle avait déjà fait son bilan carbone, donc elle émet 2800 tonnes de CO2 équivalent, très bien. Ensuite, on regarde combien ça coûte, ça en impact financier pour la collectivité. Là, on s'appuie sur des données de France Stratégie et avec le coût social du carbone, donc 161,40 € par tonne de CO2 équivalent. Donc ça nous donne un impact en euros de ces émissions pour la collectivité, 450 000 €. On regarde quel est le quota carbone que l'entreprise peut se permettre d'émettre tout en restant aligné avec l'objectif de l'accord de Paris. Donc là, en l'occurrence, c'est 620 tonnes, ce qui représente une valeur de 100 000 €. Et bon, soustraction facile, 450 000 moins 100 000, cette entreprise, elle a généré 350 000 € de dette environnementale juste sur ses émissions de gaz à effet de serre. Et ensuite, on fait ça sur l'ensemble des impacts que je vous ai montrés précédemment. Voilà, c'est pas très compliqué en fait, vous voyez. Au global, ce qui est hyper intéressant pour l'entreprise, c'est de voir qu'on peut avoir en gros un tableau de bord complet pour voir où est-ce qu'elle dépasse ses impacts en rouge et où est-ce qu'elle ne les dépasse pas, elle ne dépasse pas ses seuils en vert. Alors ça donne à l'entreprise des indicateurs, des mesures, mais comment déjà on sait si c'est fiable? De ce que tu nous dis, ça repose quand même sur beaucoup d'hypothèses. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'hypothèses. Tous ces résultats, ils ne sont pas parfaits. Je vous ai rien caché. Je vous ai dit dès le début qu'il y avait beaucoup de R&D en la matière. Donc là, ça donne un cap, un ordre de grandeur. Mais après, il faut carrément se déstresser avec le sujet. Pour ceux qui ont déjà fait leur bilan carbone dans la salle, il y a certains facteurs d'émission où il y a 100% d'incertitude. Donc vous voyez, en termes d'approximation, on est déjà pas mal. Et d'ailleurs, même la BPI vous encourage à faire un truc qui est très approximatif à travers les diags décarbonation. Donc ça, c'est un fait, c'est une donnée, mais ça ne doit pas nous inquiéter. Pourquoi ça ne doit pas nous inquiéter? Parce que si jamais on passe les 10 prochaines années à se demander comment on fait ce travail parfaitement à la virgule près, il y a de fortes chances que le changement climatique, on n'ait plus le temps de se rattraper. Il y a de fortes chances que l'effondrement de la biodiversité, on n'ait plus le temps de faire quoi que ce soit. Donc, c'est une base de départ pour agir dès maintenant et lancer l'entreprise dans de grandes transformations. Donc là, on parle de faire les premières actions, les petits pas, mais pour autant, ça ne fait pas rentrer vraiment l'entreprise dans les limites planétaires, ces premières transformations. En l'occurrence, il faut des transformations beaucoup plus profondes. Ça va toucher au business model. Du coup, comment on change les règles du jeu? Comment on traduit ça en action finalement dans l'entreprise, action stratégique? Oui, parce que un peu comme avec le bilan carbone, quand on fait à la fin son plan d'action, en gros, on arrive à faire 20% du chemin avec des efforts modestes, on va dire. Mais il reste 80% du chemin à parcourir. Et pour faire ces 80%, en fait, il faut se questionner profondément sur le modèle économique de l'entreprise et de comment on délivre nos produits et nos services. Donc nous, chez Goodwill Management, on s'est posé cette question et on s'est demandé comment on pouvait définir une méthode de stratégie d'entreprise qui permette de faire rentrer les entreprises dans ces fameuses limites planétaires et puis dans cette économie du donut. Donc on a mis tout ça dans un bouquin qui s'appelle La stratégie du Y. Et donc cette stratégie du Y, en fait, c'est un guide pratique pour la bifurcation environnementale des entreprises. En gros, on a tous notre modèle économique d'aujourd'hui, c'est la grosse branche du Y, sauf qu'il faut penser, et cette grosse branche, en général, elle ne s'inscrit pas dans une économie du donut et elle ne respecte pas les limites planétaires. Et il faut se dire, ok, mais comment je me projette à 5, 10, 15, plutôt 20 ans pour avoir un modèle qui, lui, devient soutenable? En fait, pour ça, on lance dès aujourd'hui des alternatives dans son entreprise. On l'a fait déjà bifurquer en prenant des risques modestes avec la petite branche du Y. Mais ces nouveaux produits, ces nouveaux services, ils doivent être dès aujourd'hui alignés sur ces enjeux de soutenabilité réelle. Et donc, l'objectif, c'est de faire croître cette petite branche du Y, cette bifurcation, pour qu'à terme, et à nouveau, on est obligé de penser le temps long ici, à 15, 20 ans, finalement, on n'est plus qu'un seul business qui soit, lui, aligné sur ces enjeux essentiels pour la planète et pour nous. Alors, merci beaucoup Arnaud. Je me tourne vers toi, Eric. Est-ce que déjà tu peux nous dire quel est ton rôle au sein du groupe TIPCO? Merci pour l'invitation, Amélie. Ravi de pouvoir pitcher devant vous. Donc, je suis directeur RSE d'une ESN, une entreprise de services numériques. Et on a deux métiers. C'est prendre soin des utilisateurs, de vous,
et prendre soin du matériel et des infrastructures. Autrement dit, on installe, on déploie, on répare, on maintient en conditions opérationnelles, on surveille, on cybersurveille. Voilà notre métier. C'est de faire en sorte que tout se passe bien pour vous quand vous êtes autour de votre outil de travail qui est aujourd'hui l'IT. Alors, qu'est-ce qui vous a amené au sein du groupe TIBCO à travailler et à utiliser la comptabilité en triple capital? Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'en fait, c'est une entreprise qui est engagée depuis plus de 20 ans maintenant en RSE. Donc, elle a une démarche RSE, on va dire, plutôt mature. Et depuis 4 ans maintenant, on adresse cette RSE aux clients. On la mesure. On a à peu près 50% de notre chiffre d'affaires qui est en éco-responsabilité, donc en chiffre d'affaires économiquement responsable, ce qui combine le développement, la planète, l'humain et l'économie. Et ça nous a semblé, je dirais, naturel, un prolongement naturel, hein, que d'aller chercher des nouvelles méthodologies que sont la comptabilité en triple capital pour se confronter à ce que vient de très bien expliquer Arnaud, à nos fameuses limites. Puisqu'effectivement, aujourd'hui, on a une connaissance, certes approximative, mais une connaissance quand même de nos limites planétaires et nos seuils et nos limites sociaux ramenées à notre propre périmètre. Donc ça nous permet de nous mettre déjà en perspective pour pouvoir peut-être demain utiliser cette comptabilité-là comme étant un outil de pilotage. Question pratico-pratique, quel investissement de temps en ressources humaines ça a demandé aux équipes? Il y a combien de personnes qui a bossé sur cette thématique? Alors très honnêtement, peu. C'est une bonne nouvelle parce que la méthodologie que propose Goodwill est une méthodologie clé en main. Pour faire simple, on a été 3 à travailler dessus pour sortir notre première comptabilité, notre premier exercice comptable en triple comptabilité. La directrice administrative et financière, le directeur financier et moi-même. Donc c'est une méthode qui est très opérationnelle et qui est peu chronophage. Alors, en préambule, il faut aussi que je précise que TIBCO est une entreprise qui est très câblée data. D'abord parce que c'est beaucoup de prestations de data qu'on adresse à nos clients, et ensuite parce qu'elle est née dans cette technologie-là. Donc on a aujourd'hui beaucoup de capteurs qui viennent récupérer la data, que ce soit pour la triple K, que ce soit pour le bilan carbone, que ce soit pour la future CSRD, pour plein d'autres domaines. Donc le terreau était plutôt fertile, mais au-delà de ça, ça a mobilisé en somme peu de personnes. Une fois le modèle en place, puisque là vous avez publié votre première compta en triple K, qu'est-ce que vous faites avec la donnée, cette nouvelle donnée qui est intégrée dans vos process, dans votre data? Là, on touche à des notions de gouvernance et pour l'instant, on est prudent parce que avant, et c'est quand même l'objectif, d'utiliser ces données-là en pilotage de l'entreprise, on va se laisser un deuxième, peut-être même un troisième exercice pour se faire la main. Pour celles et ceux qui ont fait le bilan carbone parmi vous, il y a cette idée effectivement de s'acculturer, de s'approprier l'outil, peut-être même de le faire évoluer parce qu'il y a des données qu'on ne rentrait pas bien ou qui sont nouvelles dans l'entreprise. Donc on se laisse le temps de s'approprier ces données-là, déjà pour s'acculturer en interne dans un cercle élargi. Mais in fine, si on fait ça, c'est aussi pour pouvoir, quand on sera à l'aise avec, l'intégrer dans nos outils de pilotage stratégique. Par exemple, aujourd'hui, on a un tableau de bord qui s'appelle RSO, comme responsabilité sociétale des organisations, qui est le tableau de bord stratégique du comité de direction et de tout l'ensemble des directeurs et directrices. Il y a 9 indicateurs qui sont équilibrés entre l'économie, l'humain et la planète, toujours les 3 piliers du développement durable. Et certains indicateurs sont des indicateurs maison. Alors, ils sont bien, ils sont fiables, ils sont calculés de façon claire, mais ils ne s'appuient pas sur une recherche scientifique et sur quelque chose de beaucoup plus large, comme l'a expliqué Arnaud, et qui va au-delà de notre propre périmètre. Donc il n'est pas exclu que dans 2 ou 3 ans, certains indicateurs, je pense par exemple, on a un indicateur sur le taux de précarité, qui est notre calcul, s'appuie sur le taux de précarité qu'on a vu apparaître dans la comptabilité triple capital. Donc on a l'intention, parce qu'on ne fait pas ça non plus pour se faire plaisir, pour vraiment l'utiliser en tant qu'outil de pilotage stratégique, pour aussi nous-mêmes et aussi nos parties prenantes. C'est aussi une façon pour nous de contribuer au bien commun, parce qu'en fait, on est assez précurseurs, on aime bien se challenger avec Tico, et puis il y a aussi des clients qui nous challengent. Donc on est encore dans le domaine de la R&D, comme tu l'as expliqué, Arnaud, et c'est pour nous l'occasion aussi de faire avancer cette R&D-là. Il y a plusieurs méthodes, nous on a choisi celle-ci,
Elle n'est pas encore, comment dirais-je, elle ne tourne pas comme une horloge, comme la comptabilité financière, mais si aucune entreprise n'y va, à un moment donné, ça n'avancera pas. Et donc on est dans cette logique de participer à une R&D collective qui pourra être, à un moment donné, dont tout le monde pourra récupérer les fruits. Merci beaucoup Eric pour le témoignage. Alors je rappelle le nom de ton ouvrage que tu as coécrit avec Alan et Timothée Fustek, donc la stratégie du Y. C'est chez Dents de Lion. Ce que je vous propose maintenant, c'est si vous avez des questions à poser à nos intervenants, le micro va circuler parmi vous. Oui, bonjour. Donc, merci beaucoup pour la présentation. Et la question que j'avais, c'est que maintenant, comment vous allez faire pour embarquer les collaborateurs dans cette stratégie? À vous deux. La question est pour vous deux. Je réponds en premier, si tu veux répondre à compléter, Arnaud. Ça va passer par de la pédagogie très accessible dans un premier temps. On ne va pas rentrer dans la technique pour déjà expliquer le pourquoi on le fait et quelle méthodologie on utilise. De manière à ce que, avant de soulever le capot et de rentrer trop dans le détail de data, de collecte, de limites planétaires, c'est reprendre de la hauteur sur les enjeux qui ont très, très bien été expliqués autour de la théorie du donut et puis de l'urgence qui est devant nous, pour faire comprendre d'abord au plus grand nombre cet outil-là, et de façon plus fine et je dirais de façon plus personnalisée, certains contributeurs directs à ces sujets-là. Je pense notamment à ceux qui sont sur les achats, par exemple, ou sur les relations avec nos prestataires de prestations intellectuelles, pour qu'on puisse, avec ces personnes-là, rentrer un peu plus dans le détail et quelle va être leur contribution à embarquer les parties prenantes pour que eux-mêmes se mettent en action. C'est le même principe que le bilan carbone. À nous seuls, on ne fera pas grand-chose parce que le périmètre est plutôt restreint. Il faut vraiment qu'on aille chercher. Et donc, du coup, ça engage aussi le dialogue, tant en interne qu'en externe. Et quant à nos clients, je disais tout à l'heure que certains nous challengent. On est, nous aussi, en train de challenger nos clients. Donc, on les pousse gentiment, mais on les pousse à ce qu'ils s'approprient ces sujets-là, surtout que dans l'IT, c'est pas forcément évident. Ça s'adresse beaucoup à des techs ou à des gens qui sont très technophiles. Donc c'est un accompagnement au changement sur le fait de prendre en compte ces sujets-là, y compris dans le domaine de l'IT, par exemple en réparant le matériel, par exemple en prolongeant la durée de vie, en augmentant la durée d'amortissement comptable. Donc c'est aussi l'occasion d'apporter un sujet nouveau, d'attirer leur attention, d'ouvrir les écoutilles et de petit à petit semer des graines pour embarquer plus largement que nous. T'as tout dit. Bonjour. Moi, ma question, elle porte pas vraiment sur le capot, mais plus sur la levure. Sur le donut. Alors, je m'explique. Pour, par exemple, les personnes qui travaillent dans des secteurs tels que la santé, peut-être que l'épaisseur, finalement, entre les deux barrières, qu'elles soient planétaires, ce qui est souvent résumé à écologique dans ce secteur-là, et plutôt social ou ce qu'on va appeler QVT, en fait, ce trade-off-là, il est vite vu. Et donc, ma question, c'est est-ce que vous avez des conseils ou des partages d'expérience sur comment est-ce qu'on peut justement accompagner dans ce type de secteur à essayer élargir un petit peu, d'aérer un petit peu le donut et de faire rentrer un peu des indicateurs qui peut-être ne sont pas les premiers auxquels on songe. Oui, là-dessus, sur les indicateurs sociaux, il y a plein de questions à se poser. C'est-à-dire que là, je vous en ai montré une liste, mais elle n'est pas définitive. Déjà, elle s'écarte un peu des objectifs de développement durable. Or, dans un secteur comme la santé, dans les secteurs de la santé, en fait, on pourrait peut-être plus se raccrocher sur... c'est que ça, voilà, que des objectifs du développement durable. Mais voilà, aujourd'hui, l'enjeu, c'est déjà de standardiser quelque chose,
Et donc derrière, peut-être demain, d'inclure de nouveaux indicateurs. Après, le problème, c'est comment le mesurer. Vous voyez, là récemment, il y avait des communications sur le sujet du Global Compact et de l'ONU disant les entreprises ne savent pas mesurer leur contribution aux ODD. Parce qu'à un moment, même si vous êtes Danone et que vous dites ah bah oui, moi, ODD, bien manger. Ah bon comment Enfin voilà. C'est pas facile de le mesurer. Peut-être que oui, vos yaourts, ils vont toucher une certaine population qui n'arrivait pas à manger correctement, mais il y en a peut-être d'autres qui viennent toucher des gens qui mangent suffisamment et en plus qui leur donnent des trucs trop sucrés. Donc voilà, c'est pas évident d'inclure ces indicateurs ODD au niveau de l'entreprise. Mais bon, il y a du boulot encore, quoi. Merci. Une question sur vos retours d'expérience ou ce que vous imaginez. Je comprends bien qu'il faut monétiser parce que ça permet de mieux comprendre et puis de donner des ordres de grandeur. Mais comment est-ce que vous prenez des décisions sur des dimensions qui ne sont pas fongibles, genre est-ce que j'achète un PC qui me garantit la recyclabilité ou un autre qui me garantit qu'il ne fait pas de travail forcé en Chine? Là, l'idée, c'est vraiment de pas... En fait, c'est de se dire à quoi sert la valeur monétaire et à quoi servent les autres indicateurs. Donc la valeur monétaire, elle permet d'avoir une vision globale, elle permet d'embarquer des gens qui n'étaient pas trop motivés par le développement durable jusqu'à présent. Ce n'est pas le cas chez toi, mais les DAF, ils ont découvert avant-hier la CSRD, ils se disent « Oh là là, ça me tombe sur la tête, ces histoires de développement durable ». Avant, ils se disaient c'est pour les babacools du rayon RSE ». Donc au moins, on leur parle à eux, numéro un. Mais après, par contre, effectivement, sur les décisions concrètes de terrain, il faut redescendre dans la machine et aller chercher des indicateurs concrets. Or, ces indicateurs, comme dans un bilan carbone, on a des choses qui sont ce qu'on appelle des facteurs monétaires. Donc, en fait, ils apprennent pas grand-chose. Et puis, on a des facteurs physiques, des données physiques, des données sociales. Et en fait, si on veut faire vraiment un boulot de long terme, de stratégie, c'est qu'il faut commencer à aller se dire, mon fabricant d'ordinateur, lui poser ses questions sur les accidents du travail, sur qui il emploie, sur comment il bosse, etc. Donc, pour arriver à prendre la bonne décision stratégique à moyen terme, il faudra aussi aller collecter plus de données sociales ou environnementales dans la chaîne de valeur ou à d'autres endroits. Bonjour, merci pour la conférence. J'avais juste une question. Vous nous avez présenté là en effet un modèle, mais je me doute que du coup chez les clients chez qui vous intervenez, ils ont aussi souvent leur modèle un peu opérationnel, le target operating model notamment. Comment vous arrivez un peu à accoster votre modèle avec celui des clients? Est-ce que c'est compatible? Est-ce que ça se passe dans la douleur? Non, en gros, comme le disait Eric, nous, on a fait un modèle qui, si je reprends ce graphique ici, cette page, en gros, on couvre en claquant des doigts ou presque le périmètre organisationnel et le périmètre amont. Après, là où on doit faire du sur-mesure, c'est sur l'aval. Quel est l'impact de mes produits et services sur le plan environnemental ou sur le plan social chez mes clients, mes utilisateurs? Parce que qu'on vende des piscines, comme on en discutait tout à l'heure, ou alors de la maintenance informatique, l'impact aval, il n'a rien à voir. Chez un, on va consommer de l'eau, et chez l'autre, on va consommer de l'électricité. Donc là, il faut faire du sur-mesure. Donc en gros, toute cette partie, c'est en cliquant sur 3 boutons, mais celle-là, c'est différent pour chacune des entreprises. Un peu comme le scope 3 utilisation d'un bilan carbone, lui, il doit être spécialisé par rapport au secteur ou à l'activité. Une question? Merci beaucoup pour cette présentation. J'imagine, et ça, peut-être que ça aide monsieur tout à l'heure, j'imagine que ça sert de base pour pouvoir évaluer le niveau de risque. Enfin, moi, je sais que c'est comme ça que j'accroche les personnes. C'est en évaluant les risques, le risque réputationnel, juridique, sectoriel aussi, qu'on peut embarquer les gens. Donc, c'est une super base, génial, merci beaucoup. Et ma question par rapport à ça est comment avez-vous priorisé et quels sont vos next steps pour vous? Qu'est-ce qui est ressorti en fait? Quel enjeu est le plus important à date pour vous maintenant? D'un point de vue assez logique sur la partie environnementale, c'est les GES qui ressortent très 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 loin parce qu'effectivement ça couvre notre chaîne de valeur,
les fournisseurs de rang 1 et etc. Donc là, on a un travail à faire sur nous-mêmes qu'on a déjà entamé, mais surtout de questionnement de nos prestataires. Donc ça engage les achats et on reparle de formation et d'acculturation qu'on a évoqué tout à l'heure. Sur la partie sociale, on a un challenge sur la précarité parce qu'on travaille beaucoup avec des auto-entrepreneurs et des indépendants qui sont plutôt bien, mais d'un point de vue objectif, ça contribue à la précarité de l'emploi. Et aussi sur, de mémoire, l'égalité des salaires, parce que là, quand on parle de la chaîne de valeur, c'est aussi des choses qu'il faut aller voir et creuser avec notre chaîne de valeur. Voilà, je fais très très vite, parce que comme le temps est écoulé. Si je peux rajouter juste un truc pour les risques, c'est qu'en fait, ça donne vraiment une approche financière d'un risque futur. Parce que toutes ces externalités sur lesquelles on met une valeur économique, pour l'instant, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, il n'y a personne qui vous demande de les payer. Par contre, à un moment, si on veut que notre économie elle tourne droit, va falloir mettre la main au portefeuille et les payer, ces externalités, ou alors les faire baisser pour conserver son résultat économique classique. Et Arnaud, tu évoquais la CSRD. Le pont, il peut se faire là sur justement, effectivement, l'évaluation des risques et des enjeux des entreprises et un outil d'approximation de ces risques-là dans la CSRD. Donc nous, on a aussi l'intention de l'utiliser dans le cadre de l'actuelle mise en route de la CSRD sur la partie risques et enjeux. Pour votre participation à cette bulle verte, nos intervenants sont à votre disposition. Bonne journée.